grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre, c'est l'objectif que se fixe Studio Tamani vers la création d'une force antiterroriste de la CEDEAO. C'est le thème du grand dialogue de ce soir. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, envisage de réorienter sa force en attente en force d'élite antiterroriste. Deux options se présentent à l'organisation sous-régionale. La première vise une brigade de 5000 hommes pour un coût estimé à 2,6 milliards de dollars par an. La seconde pourrait être composée de 1500 soldats pour un financement de 481 millions de dollars par an. C'est ce qui ressort de la dernière réunion des ministres de la Défense et des Finances de la CEDEAO tenue le 27 juin 2024 à Abuja au Nigeria. Une coopération sécuritaire peut-elle être possible entre la CEDEAO et ses voisins du Sahel? Quel pourrait être l'impact de cette force? Quelle peut être l'importance de la coopération militaire entre la CEDEAO et ses voisins du Sahel de la lutte contre le terrorisme? On en parle dans ce grand dialogue avec nos invités, Dr Fodje Tandjougura, sociologue, Dr Sidi Sungolo Mariko, enseignant-chercheur à la faculté de sciences administratives et politiques de Bamako, Yaya Maïga, spécialiste des questions de gouvernance, paix et sécurité. À la présentation, je suis Mrana Kilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Docteur Fodje Tandjougura, le ministre de Finances et de Défense de la CEDEAO réunis à Abuja veulent accélérer la mise en place de la force conjointe antiterroriste en lieu et place de la force anti-coup d'État de l'organisation. Quelle lecture faites-vous de cette annonce? Bien, merci Mrana une fois de plus pour l'invitation, chers téléspectateurs. Merci, chers auditeurs également. En fait, la CEDEAO, dans un élan de retrouver une certaine stabilité ou une certaine image plus ou moins positive dans la perception des populations de la communauté, essaie quand même de se raffermir en essayant de trouver plus ou moins une certaine forme de pertinence. Parce que, trouver une force, n'est-ce pas, qui puisse lutter contre le terrorisme, qui puisse être constituée avec autant d'hommes, je pense que théoriquement, c'est une bonne chose. Mais dans la réalité pratique, comment trouver l'adhésion de ces États-là qui ont longtemps souffert du diktat de la CEDEAO? Ensuite, comment convaincre les populations de la légitimité d'une telle force? Parce qu'il ne suffit pas de la décréter à un niveau institutionnel et politique pour que les populations perçoivent ça comme une bonne chose. Quelle perception, nous, par exemple, au Mali, au Niger, au Burkina, nous avons de la CEDEAO et quelle légitimité cette force va avoir selon nous. Donc, c'est une bonne chose théoriquement, mais comment faire passer ça auprès de certains États du Sahel? Vous l'avez dit, techniquement, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, la création de cette force par la CEDEAO lorsqu'on sait que la force en attente n'a jamais été opérationnelle? Bon, l'ancienne force en attente, à part quelques cas, tels que la Sierra Leone, c'était dans un contexte de guerre civile. Il n'y avait pas d'état d'armée bien structurée. Donc on a vu ensuite le cas de la Côte d'Ivoire, c'était dans un éclatement de l'État également à ce niveau-là. Le cas de la Gambie qu'on cite, c'est parce que c'est l'armée régulière qui s'est ralliée, qui ne voulait plus défendre Yahya Jammeh en place. Maintenant, si vous décrétez, si vous faites lever une force en attente pour venir s'attaquer à un pays qui a une armée unifiée, ça pose un problème. En fait, il y a une expérience douloureuse avec la CEDEAO, avec ses méthodes, ses pratiques. Donc, ce qui fait que les États du Sahel ont du mal à comprendre certaines méthodes parce que les maux auxquels la CEDEAO s'attaque doivent trouver leur solution dans des problèmes de gouvernance. Et 5000 hommes, ce n'est rien par rapport aux États du Sahel. Si c'est 5000 hommes ou même 50 000, ouais, l'étendue des pays du Sahel, je ne sais pas comment ils vont opérer et puis quelle méthode et puis quelle va être la composition. Je rappelle que c'est chaque État. La force en attente, c'est composé de chaque État qui a quand même ses hommes et qui sont prêts à être mobilisés. Donc, il faut d'abord s'assurer de l'adhésion d'un certain nombre d'États qui acceptent d'envoyer leurs hommes. Parce que la CEDEAO elle-même n'a pas d'armée en tant que telle arrêtée. Donc, elle compte sur la solidarité de ces États-là.
Est-ce que certains États accepteront de faire participer leurs troupes à cette histoire de force antiterroriste? D'accord. Voilà. Docteur Yaya Maïga, vous êtes spécialiste de questions de gouvernance, paix et sécurité. Vous venez d'écouter docteur Tandiogura. Il disait tout à l'heure que techniquement, c'est une bonne chose, mais beaucoup de questions restent à poser. Quelle perception faites-vous de cette force de la CEDEAO antiterroriste en vue? Ok, merci beaucoup Imran pour l'invitation. Je salue les auditeurs et spectateurs de Studio Tamani. J'aborde dans le même sens que mon prédécesseur. Je vois cette force antiterroriste de la CEDEAO comme étant une réponse à la demande formulée à plusieurs reprises par certains États membres de l'espace, notamment le Mali, le Burkina et le Niger, qui font depuis quelques années face à cette menace terroriste. Comme il a eu à le dire, techniquement, oui, c'est une très bonne chose. Maintenant, ça reste la mise en œuvre. Surtout que cette décision intervient dans un contexte particulier où nous avons 3 États membres qui ont déjà sollicité de se retirer. Ils ont même déposé la demande de retrait de l'espace CEDEAO, au sein de l'espace CEDEAO. Donc, du coup, cette force antiterroriste est une réponse à un problème auquel beaucoup d'États sont confrontés. Et d'autres États sont menacés, notamment les pays côtiers comme la Côte d'Ivoire, où on signale déjà la présence de certains groupes terroristes. On a aussi le Togo, le Bénin, qui a subi des attaques sur son territoire. Donc, à mon avis, cette force antiterroriste, techniquement, c'est une bonne idée, mais dans sa mise en œuvre, nécessite beaucoup de moyens. Il faut d'abord la mobilisation des troupes, notamment des contingents, puisque déjà la force en attente s'appuie sur les armées régulières internes des États membres de l'espace CEDEAO. Donc, à mon avis, il faut vraiment dialoguer, il faut du dialogue entre les États pour pouvoir trouver un compromis de mobilisation des troupes. Mais au-delà de ça, il y a une question qu'on doit s'interroger. Quelle sera la place des États de l'Alliance du Sahel on va en parler. Donc c'est la question qu'on doit se poser. L'opérationnalisation de cette force est-elle perçue comme une urgence par la CEDEAO? Oui, c'est une urgence. Peut-être c'est une demande indirecte de dialogue formulée à l'intention des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel pour leur montrer que la CEDEAO commence à se préoccuper réellement de certains problèmes que les populations souffrent, notamment les populations de sa communauté. Donc cette réponse, je pense qu'elle sera bien perçue par certaines populations, même si maintenant il faut essayer de voir dans quel cadre juridique cette force pourra être opérationnelle avec les États de l'AES. Docteur Sidi Soungalo Mariko, pourquoi avoir attendu tous ces temps pour créer une force antiterroriste dans l'espace communautaire? Alors, merci bien Imran. Ça, c'est une très bonne question, en réalité, que chaque observateur se pose un peu. Parce que, en réalité, l'idée de cette force-là, tout de suite, ça nous amène à nous poser plusieurs questions, au nombre desquelles celles que vous posez là. Puisque, quand vous regardez un peu tout ce qui se passe dans cet espace-là, qu'on appelle le Sahel, encore même que la délimitation pose problème, en tout cas les contours de la délimitation du Sahel, c'est souvent flou. Alors, on voit que le Sahel traverse, n'est-ce pas, cette dynamique de violence, de conflictualité depuis au moins 10 ans. Et maintenant, la question est tout à fait justifiée. Pourquoi avoir attendu toute cette période-là? Alors, mais déjà, en essayant d'apporter des éléments de réponse et en regardant un peu derrière, on se rend compte que il y avait eu par le passé des initiatives, en tout cas une, notamment au Mali, ici chez nous, en 2013, lorsque la force africaine devait être déployée au Mali ici. Bon, puisque vous savez que tout comme un peu à l'échelle mondiale avec le système des Nations Unies, au niveau régional, c'est-à-dire africaine, les missions de paix aussi sont déléguées par l'Union africaine
au niveau des communautés économiques et régionales là. Donc, ce qui fait qu'en 2013, l'Union africaine avait aussi délégué la CEDEAO, n'est-ce pas, pour la constitution de cette force-là. Mais nous avons vu qu'à l'époque, ça a posé beaucoup de problèmes d'abord, d'ordre administratif, logistique et ensuite financier. Et finalement, les autorités intérimaires d'alors étaient donc obligées, au regard des développements que prenait vraiment la résurgence des violences, de faire appel explicitement à la France. Vous voyez, ce qui fait qu'en quelque sorte, la force de la CEDEAO, la force africaine, avait à peine été vraiment opérationnalisée en ce temps. Donc, c'est pour vous dire que il y avait eu, même si ça, évidemment, c'était peut-être dans un autre contexte, mais quand même un peu similaire, sachant un peu des événements auxquels le Mali traversait déjà en 2013, parce que c'était vraiment un conflit pluriforme, une rébellion avec des terroristes qui s'étaient alliés de façon conjoncturelle. Vous voyez, donc c'est pour dire que par le passé, il y a eu des tentatives, mais dont vraiment le bilan semble être quelque peu mitigé. Vous voyez, donc ça c'est sans parler vraiment des autres cas précédents que les collègues ont un peu abordés. Maïga parlait tout de suite du besoin de cette force dans les pays côtiers qui se voyaient menacés. Est-ce à dire que cette initiative est-elle à la hauteur des attentes de la région? Alors, ça c'est une autre question. La réponse à cette question vraiment dépend de l'appréciation de tout un chacun. D'abord, la force est justifiée parce que pour bien comprendre véritablement toute la portée de cette force-là, il faut remonter au mécanisme de prévention de gestion des conflits de la CEDEAO de 1999. Donc c'est vraiment une continuité de ce mécanisme-là. Donc, sauf qu'à un moment donné, le mécanisme était devenu quelque peu obsolète parce que nous n'avions plus à faire avec les conflits interétatiques ou même pas seulement les conflits internes, c'est-à-dire les rébellions ou d'autres formes de conflits, de guerre civile aussi, mais plutôt des menaces vraiment asymétriques, vous voyez. Donc, c'est ça qui a expliqué, n'est-ce pas, cette mutation un peu de ce mécanisme-là qui s'est traduit par l'élaboration d'un certain nombre de protocoles additionnels, dont le protocole de 2001. Mais dire que est-ce que vraiment c'est à la hauteur des États du Sahel, j'imagine que quand vous demandez beaucoup de nos politiques, ils vont probablement dire que ça ne l'est pas. Bon, c'est-à-dire au regard de tout le temps que la CEDEAO a pris avant vraiment d'acter ou de commencer à acter vraiment cette force-là. Parce qu'il faut quand même dire que l'idée de cette force-là remonte depuis déjà 2022. Mais vous savez, et c'est maintenant qu'on est en train de parler de l'opérationnalisation. Nous sommes quelque peu même encore au stade, aux phases techniques, l'étude. Vous voyez? Donc, pour dire vraiment combien les réponses sont vraiment lentes. Et les terroristes là n'attendent pas, ils profitent de toute cette lenteur-là, de toute n'est-ce pas, la fragilité de nos États pour avancer chaque jour. D'accord. Docteur Fodié, Maïga s'est posé tout de suite la question sur l'adhésion des pays des États de l'AES. Est-ce à dire que les pays, quand on sait que ces pays-là ont été invités à cette réunion, mais malheureusement ils n'ont pas participé à cette réunion, est-ce à dire que ces pays pourraient participer à l'initiative de la CEDEAO? Bon, vous savez, moi je n'ai pas de boule de cristal, hein. Malheureusement je ne pourrais pas prévoir, mais dans la mesure où ces trois États ne sont plus membres de la CEDEAO, donc ça pose un problème de diplomatie dont il est difficile quand même de commenter ici. Mais je sais que même si ces trois pays ont signifié leur sortie de la communauté, ils ont quand même besoin de se sécuriser davantage. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que la CEDEAO puisse même avoir les moyens financiers, les montants qui sont annoncés. On va également bénéficier de l'aide, n'est-ce pas, des pays qu'on considère comme pays partenaires. Je rappelle la MINUSMA qui était là avec
plus de 11 000 ou 13 000 hommes, ou je ne sais plus combien, avec des milliards investis. Donc ça n'a pas été aussi concluant que ça. Je ne dirais pas que c'était nul, mais ça n'a pas été aussi concluant comme nous on voulait, parce que le mandat empêchait les forces d'agir réellement sur le terrain. Et donc ici, un truc comme ça est monté, avec la force antiterroriste qui aura comme mandat d'être stationnée, de ne rien faire, de laisser les gens s'entretuer et protéger les institutions. Je dis ça ne servira à rien. Parce que le Mali a compris, et d'ailleurs les 3 États, qu'il ne sert à rien d'envoyer des forces qui vont être stationnées, qui n'interviennent pas, qui n'agissent pas. Donc c'est le problème d'architecture qu'on a dénoncé et il s'avère que c'est impossible. On ne peut pas changer, tout a été fait. Donc le montant, ça pose un problème d'abord. Comment mobiliser les fonds? Ensuite, comment opérer réellement sur les différents théâtres, même si c'est les pays du Golfe dont vous avez évoqué précédemment. La lutte contre le terrorisme, c'est une expérience à part. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Donc ils auront forcément besoin de l'expérience des pays qui vivent cette situation-là. Et donc, est-ce que nos pays vont participer ou pas? Moi, je crois que cette question doit être posée à quelqu'un à un autre niveau, quoi. Voilà. Depuis 2014, les dirigeants de la CEDEAO ont réaffirmé leur détermination à combattre avec énergie toutes les menaces sécuritaires, notamment le terrorisme, la piraterie maritime. Pourquoi, selon vous, cette envie arrive difficilement à être appliquée? Oui, bon, moi je pense que c'est toujours des questions de moyens et de priorités. D'ailleurs, si on regarde un peu l'évolution même de la CEDEAO, les missions de maintien de paix, il y a beaucoup d'intentions qui ont été évoquées, mais très peu ont pu voir le jour. Là où la CEDEAO est rapide et frappe, ce sont les sanctions, et qui malheureusement touchent plus les populations. La situation sécuritaire, que ce soit la piraterie maritime, que ce soit la lutte antiterroriste, ou que ce soit les histoires de forces en attente, etc., pour les maintiens de la paix, eh bien, ces forces ont opéré, mais n'ont pas fait de résultats assez probants. Je vous ai dit quelques cas ici. On se forme sur ça pour dire que la CEDEAO a déjà de l'expérience pour lutter contre le désordre constitutionnel ou bien lutter contre le terrorisme. Je crois que ces expériences ne peuvent pas être réversées pour dire que cette force en attente pourrait être efficace dans le contexte actuel. Et je ne pense pas que dans le domaine de la piraterie, il y ait des expériences dans ce sens. Peut-être que les collègues pourront me compléter, mais je ne crois pas que la CEDEAO ait pu faire grand-chose dans ça. Donc vous voulez dire que cette opération ne pourra pas être, cette force ne pourra pas être opérationnelle du fait que la CEDEAO n'a pas les moyens de son ambition? Oui, c'est-à-dire que non seulement le coût est un gros problème, même si on a de l'argent de la part des partenaires. 6 milliards de dollars par an. Oui, c'est ça. Même si on a de l'argent. Et puis pour quels résultats? L'aménagement, je vous dis, c'était plus de 13 000. Pour quels résultats? Est-ce que les partenaires vont continuer à financer ça? Vous savez comment la CEDEAO vit. La cotisation des États, ce n'est presque rien du tout. Ils ont peut-être des taxes sur les frontières, sur les marchandises, mais ça ne suffit pas. Il y a toujours des bailleurs, des partenaires qui sont derrière. Certes, ils peuvent financer, mais il y a également, je vous dis, cette force, la CEDEAO même ne possède pas une force en tant que telle. Il faut que les gens comprennent. Ce sont les États qui envoient des hommes. Maintenant, les 3 États dont vous citez, je ne connais pas leur position parce que je ne peux pas parler à leur nom, mais si ces 3 États, à supposer que ces 3 ne fassent pas partie de la force antiterroriste, je ne vois pas comment ça peut atteindre toute son efficacité. Vous voyez? Voilà. Est-ce à dire que la CEDEAO n'a pas les moyens de son ambition pour mettre en place cette force antiterroriste tant souhaitée? Bon, à mon avis, la CEDEAO a les moyens puisque au sein de la communauté, il existe des mécanismes de financement des différentes opérations et aussi des différentes politiques adoptées par l'espace communautaire. Je pense qu'au-delà de la contribution des États membres de la CEDEAO, comme mon prédécesseur a eu à le dire, il y a aussi ce qu'on appelle l'accompagnement des partenaires. L'accompagnement des partenaires, notamment les Nations Unies. On a vu dans le passé que les missions de la CEDEAO, notamment en Côte d'Ivoire, ont été mises sous le chapeau des Nations Unies. Et à mon avis, quand même, la communauté, même, elle a les moyens. Elle peut avoir... Mais est-ce que les Nations Unies étaient là? Elles étaient là chez nous-mêmes. Oui, effectivement, parce que la différence avec les Nations Unies au Mali est que les Nations Unies, c'était une force d'interposition.
Et cette fois-ci, on parle d'une force de réaction et d'élite. Oui. Parce qu'il faut le rappeler, dans le cadre du contexte malien, l'aménagement était là pour la stabilisation. Oui. Et que l'opération Serval qui s'est transformée en opération Barkhane était là pour la lutte antiterroriste. Mais cette fois-ci, on parle d'une force antiterroriste. Et là, on doit s'interroger, est-ce que les armées, puisque vous avez à le dire, ce sont les armées internes des pays membres de la CEDEAO qui vont composer cette force-là. Est-ce que ces armées sont actuellement formées et équipées pour faire face à la menace terroriste au niveau interne? Je peux répondre par l'affirmative. Si nous prenons la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils ont déjà des unités spéciales qui, on voit régulièrement, font des formations, des exercices militaires pour lutter contre le terrorisme. Maintenant, si on essaie de voir la composition de cette force, c'est là la plus grande des interrogations. Est-ce qu'on peut composer cette force et atteindre les résultats souhaités sans la participation des États membres de l'AES? C'est toute la question. Donc moi, je n'ai pas la réponse, mais si on se réfère aux différentes interventions de certaines personnalités de notre pays récemment, par le cas d'Abdoulaye Diop lors du forum, il avait dit que à Bruxelles, la porte n'était pas fermée totalement. Peut-être j'ai fait une autre interprétation. On peut négocier avec la CEDEAO, mais est-ce que ça serait en tant qu'AES CEDEAO? C'est ça la question. Mais il faut retenir que cette force ne peut pas avoir une efficacité totale sans la participation des pays qui composent l'AES, puisque ces pays, on peut dire déjà, ont déjà une grande expérience en matière de lutte contre le terrorisme, au regard des différents progrès les résultats qui sont constatés sur le terrain, où on a de plus en plus moins d'attaques, moins d'occupation des bases, et qu'on arrive même à aller rechercher les terroristes dans leurs bastions. Vous avez dit que la CEDEAO a les moyens de cette ambition, et c'est-à-dire que la CEDEAO peut supporter le coût financier de cette opération, quand on sait que pour les 5000 hommes, ça va coûter 2,6 milliards de dollars par an, et pour les 1500 hommes, ça va coûter 481 millions de dollars. À ce niveau, il faut retenir que c'est une communauté d'États, et au sommet, il y a ce qu'on appelle la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Donc les politiques ont souvent leur astuce pour la mobilisation. Tout dépend s'ils arrivent à faire une grande adhésion de tous les États autour de ce projet-là. Et j'en suis sûr, certains États vont plus contribuer que les autres. Mais si les visions sont communes, on pourra parvenir à financer cette force. D'accord. Sungolo, cette force sera-t-elle différente des initiatives précédentes mises en place dans la région pour lutter contre le terrorisme? Alors, merci pour cette question, parce que ça c'est aussi une question très pertinente. Connaissant quand même les différentes initiatives, n'est-ce pas, qui ont été implémentés déjà dans cet espace-là. Parce que déjà, il faut quand même rappeler qu'au-delà de la MINUSMA, c'est vrai qu'il n'avait pas un mandat offensif, mais défensif. Effectivement, ce qui a même posé le problème entre le Mali et la MINUSMA. Mais il y avait également le G5, qui était quand même quelque chose... voilà, qui semblait être en tout cas africaine, voilà, vraiment, mais qui semble être, je le dis. Mais il y avait aussi le CEMOC, le comité d'état-major opérationnel conjoint. Vous voyez, et là, quand vous prenez, bon, la liste est exhaustive, hein, pour ne pas, quand vous prenez chacune de ces initiatives, vous allez voir par exemple que le CEMOC, par exemple, qui était une initiative de l'Algérie, n'incluait pas, n'est-ce pas, le Tchad, qui fait quand même partie de cet espace, qui est aussi concerné par la flambée de violence dans le Sahel, puisqu'il y a notamment dans le bassin du lac Tchad qui pose problème. De même que l'Algérie. L'Algérie était l'initiateur même. Et quand vous prenez le G5, ça concernait le Mali, le Mauritanie, le Burkina et le Niger. Donc le Tchad aussi ne faisait pas partie de ça, encore moins le Sénégal ou encore les pays du Golfe. Donc
Vous allez voir que même l'opération Barkhane, Serval qui a été transformée en Barkhane, ça ne concernait pas aussi vraiment la Mauritanie. Or, véritablement, la Mauritanie et l'Algérie, ça c'est des pays qui ne doivent pas aussi être exclus de ces genres d'initiatives. Quand vous prenez surtout un pays comme l'Algérie, qui est quand même la deuxième puissance militaire du continent. Donc, elle a une armée de taille qui ne doit pas être mise de côté pour ce genre d'initiative. Maintenant, par rapport à la question, alors, techniquement, si les choses arrivent à se dérouler telles qu'ils sont en train de les envisager, dans la forme, je dis bien dans la forme, elle peut être différente d'un certain nombre d'initiatives qu'on a vues par le passé. D'abord du fait que ce serait cette fois une force régionale qui va concerner l'ensemble des pays de la CEDEAO. Avant le retrait des 3 pays là, comme vous le savez, c'était 15 pays. Donc, ce qui sous-entend que chacun de ces 15 pays là va donc payer sa contribution. Parce qu'il y a en fait il y a un budget au niveau de la CEDEAO pour l'opérationnalisation de cette force-là. N'est-ce pas, qui devrait être alimenté d'$1 milliard. Ça a été décidé depuis 2022. Donc, chaque pays va pouvoir faire cette contribution-là, de même que envoyer ses différentes troupes. Vous voyez? Donc, à la différence un peu de certaines des initiatives que j'ai donc mentionnées. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il peut avoir une différence. Mais la question, c'est vraiment, comme ils disent que la force doit être déployée dans le Sahel. Maintenant, comment est-ce qu'eux, ils entendent définir cet espace-là? Vous voyez? Parce que nous parlons de la CEDEAO, nous parlons de l'AES, qui est maintenant une autre réalité. Ça, c'est de 1. De 2, quand vous prenez des pays comme le Tchad ou même la Mauritanie, ça, c'est des pays qui ne font pas partie de la CEDEAO. Je ne parle même pas de l'Algérie aussi. Donc, vraiment, il y a beaucoup de questions à se poser vraiment sur l'opérationnalisation. Techniquement, si cette force venait d'être opérationnée, quelle innovation pourrait-elle apporter sur le terrain? Alors, donc, à partir donc de ce que je dis, la principale innovation peut être un peu... l'une des innovations, en tout cas, ça, ce serait le fait que ce serait une force régionale. Donc... peut-être donc plus robuste par rapport à certaines des initiatives que nous avons vues. Vraiment, ça c'est si les choses arrivent à se passer telles qu'ils sont en train de l'envisager. Mais sauf qu'il y a beaucoup de questions de fond qui se posent. Les collègues ont parlé de la question de fond, ce qui est quand même aussi une question extrêmement importante. Sachant que comment déjà nos organisations régionales là, comment est-ce qu'elles sont même financées, que ce soit la CEDEAO ou l'Union africaine. Malheureusement, nous avons vraiment des problèmes à nous autofinancer, que ce soit en matière de sécurité ou en matière même de développement. Vous voyez, donc il y a vraiment beaucoup de questions à se poser. Docteur Fodje, si cette force antiterroriste de la CEDEAO venait à se concrétiser, que représentera-t-elle sur le terrain? Bon, vous savez, moi, je suis peut-être plus ou moins pessimiste pour son opérationnalisation. Parce que, bon, d'abord, ils sont en train de dire qu'il y a de l'argent, il y a des partenaires. Bon, à supposer que les cotisations, prenons un pays comme le Cap-Vert qui est moins affecté que nous, par exemple. Donc, on va faire payer des cotisations à des pays qui n'ont pas le même degré de mal en matière de terrorisme et qui doivent aussi fournir des hommes. Et vous dites que les hommes sont entraînés. Bon, c'est qui me semble un peu compliqué parce que je ne suis pas sûr que dans tous les pays membres, ils aient des hommes entraînés pour ça, pour lutter contre le terrorisme. Parce que c'est autre chose, c'est vraiment à part. Même au début, chez nous, ça posait un véritable problème de faire face à ce combat-là. Ensuite, la deuxième chose, les pays de l'AES, parce que le terrorisme, ce n'est pas un mal ambiant comme ça. Il y a des poches qui sont connues. Soit c'est comment ça s'appelle? Soit c'est la région des 3 frontières, ou bien c'est dans des zones qui sont bien localisées, qui sont connues. Pour lutter contre le terrorisme, il y a quand même des symboliques auxquels il faut s'attaquer. Donc moi, je crois que cette force en attente, si cette force antiterroriste, si elle est constituée par la CEDEAO, elle ne peut être efficace que lorsqu'elle intègre, n'est-ce pas, ces 3 États du Sahel,
Ensuite, elle ne peut être efficace que lorsqu'il y a un financement qui est autonome. Et s'il y a les bailleurs, mais les bailleurs, ça peut finir du jour. Il suffit que les bailleurs se retirent. Il suffit qu'au Conseil de sécurité, les États-Unis disent, mais ça va, et ça s'arrête là. Donc, ça me semble très léger, très fragile pour amener une telle opération. Et puis, peut-être qu'entre-temps, on aura endigué le terrorisme dans nos frontières, parce que ça, c'est l'annonce. Je rappelle que c'est l'annonce. Il reste son opérationnalisation, sa mise en œuvre, les cotisations et autres. Donc, peut-être qu'on est parti pour une dizaine d'années, quoi. Voilà. Alors, quelle coopération la CEDEAO pourrait-elle avoir avec ses voisins de l'AES si ça venait d'être concrétisé? Bon, avec l'AES, en fait, il y a un certain nombre de questions qui restent en suspens. Par exemple, sur le sort de la question de la libre circulation des populations, des biens. Ça n'a pas encore changé depuis maintenant. C'est-à-dire qu'il y a la libre circulation, etc. Maintenant, ce sont les rapports politiques qui ont pris beaucoup de distance. C'est-à-dire qu'au niveau des instances de la CEDEAO, il y a plus, ces États n'y siègent plus, n'y participent plus. Et ça semble être consommé à un niveau politique. Maintenant, au niveau économique, les échanges, les populations et les biens, ça continue. Maintenant, quel va être le lien? Si une telle force aboutit, eh bien, la posture dans laquelle se trouvent les États du Sahel, c'est que ça pourrait être une coopération d'institution à institution, d'organisation à organisation, mais et non ces trois États-là de revenir comme par le passé dans l'AES. Je pense que cela a été dit clairement, qu'il n'est plus question de rétropédaler. Donc ça pourrait être une coopération entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Encore une fois de plus, l'expérience des États du Sahel pourrait profiter largement à cette future force de la CEDEAO si jamais d'aventure elle était créée et qu'elle était rendue opérationnelle. Donc ça va rester une coopération au niveau politique, mais au niveau des populations, je n'ai pas senti grand changement parce qu'il y a la libre circulation des biens et des personnes. D'accord. Voilà. Docteur Maïga, dis-moi, cette coopération entre la CEDEAO et l'AES pourrait-elle changer la donne sur le plan techniquement, ce qui se passe aujourd'hui sur le plan, sur le terrain? Oui, oui, je pense que oui, ça va changer beaucoup la donne. Ça va changer beaucoup la donne, puisque si nous essayons de voir les trois États qui composent l'AES sont très importants pour le bon fonctionnement de ces dispositifs. Car il faut les rappeler qu'actuellement, ils ont fait beaucoup de progrès. Ils ont fait non seulement beaucoup de progrès en termes de réponse à la menace, au fléau du terrorisme, mais également aussi en matière de coopération militaire entre les trois États. Et là, je pense que s'ils arrivent à intégrer le dispositif de la force antiterroriste de la CEDEAO, j'en profite ici pour réagir par rapport à la question d'espérance des militaires des pays membres de la CEDEAO. L'objectif aussi de l'espace communautaire, c'est ça aussi. C'est non seulement le partage des informations, des renseignements militaires dans le cadre de cette force communautaire, mais également aussi la coopération militaire sur le plan de la formation des militaires, des troupes, mais également aussi de l'assistance en termes techniques et de l'assistance aussi en termes de compétences. Moi, je pense que l'apport des trois États de l'AES à ces dispositifs va réellement permettre d'atteindre l'objectif final. Maintenant, ça reste à définir les cadres, puisque le président de la transition nord, de sa visite à Sigasso, a dit que nous avons pris une décision de non-retour. Un chemin de non-retour. Voilà, un chemin de non-retour. Donc, du coup, maintenant, la CEDEAO sera dans l'obligation de composer en tant qu'espace communautaire, puis chercher une coopération avec une entité juridique qui compose l'AES. Mais est-ce à dire qu'il existe une chance que les pays travaillent ensemble dans la lutte contre le terrorisme, l'AES et notamment la CEDEAO? Est-ce qu'il existe une chance? Pour moi, il existe une chance puisque chaque partie a un intérêt dedans. Si nous prenons le cas des pays de l'AES, s'ils arrivent bientôt, on l'espère, à bout du terrorisme dans leur pays, donc il faut aussi sécuriser l'extérieur du pays. Il faut aussi songer à la menace, parce que quand vous sachez les terroristes de chez vous, ils peuvent se réfugier dans un pays voisin. Et si ce pays voisin n'a pas la même politique sécuritaire pour faire face à ces terroristes, ils vont se préparer
en constituant des bases arrières pour venir et revenir vous attaquer. Donc les pays de l'AES auront besoin aussi de la coopération de ses voisins qui sont actuellement membres de la CEDEAO. Côté intérêt CEDEAO, au niveau de la force antiterroriste, nous allons voir qu'ils ont certains pays qui commencent déjà à sentir la présence des groupes terroristes, comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, ou notamment le Bénin où on a vu certaines attaques sur le territoire béninois. Donc ici, la CEDEAO aussi a besoin de sécuriser, de prendre les devants pour empêcher le terrorisme de s'installer dans les pays voisins des 3 pays de l'Alliance. Donc pour moi, chaque partie aura un intérêt à figurer pour la réussite de cette force antiterroriste. Dr Sidi Soungolo Mariko, au regard de la coopération, de l'évolution de la coopération entre les États du Sahel dans la zone des 3 frontières, est-ce que ces pays-là ont encore besoin du soutien de la CEDEAO dans cette lutte antiterroriste? Alors, moi je pense que oui, mais à certaines conditions. Lesquelles? Parce que d'abord, il faut vous rappeler un peu de tout ce que les 3 pays-là reprochaient à la CEDEAO d'abord. Notamment la question, il y a certes la question de l'autonomie que le collègue a parlé, mais surtout la question de l'ingérence. Parce que malheureusement, nos organisations ne sont pas à l'abri des ingérences étrangères. Ça, c'est quelque chose que nos États ont beaucoup reproché à la CEDEAO ces derniers temps. Ce qui justifie aussi en partie le fait qu'ils ont claqué la porte de la CEDEAO. Donc, peut-être pour qu'il y ait une coopération, ce qui est bien plausible, hein, à mon sens, mais il va falloir peut-être aussi, la CEDEAO veut bien tirer les leçons de ce qui s'est passé, notamment en prenant en compte les questions d'ingérence, en prenant en compte aussi, n'est-ce pas, les réalités et vraiment qui prévaut aussi dans ces pays. De là, je pense, on peut partir sur la base d'une coopération entre les pays de l'AES et la CEDEAO, ce qui est, à mon sens, bien plausible. Mais si ce n'est pas le cas, si la CEDEAO ne veut vraiment pas faire un certain nombre de réformes, sinon même des réformes de fond, moi je pense que ce serait un peu compliqué, vu un peu la lancée sur laquelle se trouvent les 3 États-là. Vous voyez. Sinon, je pense qu'une coopération entre la CEDEAO et les pays de l'AES pourrait être même bénéfique, mais pourvu qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Quand on regarde la coopération militaire entre ces 3 États, peut-on dire que cette coopération marche aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme? Oui, évidemment, en tout cas pour l'instant, c'est de la politique, hein, vous savez. Pour l'instant, ça marche, et même visiblement très bien. Maintenant, est-ce que ça va rester comme ça? Parce que c'est quand même des pays qui sont en transition, hein. Normalement, une transition n'est pas censée s'éterniser dans le temps. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Tout ça, c'est des questions qu'on ne peut pas répondre. D'ailleurs, le capitaine Ibrahim Traoré prend fonction aujourd'hui pour un mandat de 5 ans. Tout à fait, voilà. Bon. Oui, voilà. Alors, mais pour le moment, ça se passe bien entre les 3 pays-là. Et c'est vraiment tant mieux. Nous espérons que ça continue comme ça. Parce que nous avons quand même la géographie, des éléments de linguistique, de culture en commun. Donc, il est très important pour nous, n'est-ce pas, que nous soyons ensemble. Mais cette coopération, n'est-ce pas, de ces 3 pays-là, vraiment, n'est vraiment pas suffisante pour faire face véritablement à la menace terroriste qui prévaut dans le Sahel actuellement. Puisque, comme nous l'avions dit tantôt, le Sahel ne se limite pas du tout à ces 3 pays-là. Vous voyez, et ce n'est pas que dans ces 3 pays-là où il y a vraiment la menace terroriste. Il y a le Tchad, il y a même la Mauritanie un peu. C'est vrai que depuis 2011, la Mauritanie n'a pas expérimenté d'attentats sur son sol, mais même des pays aussi comme l'Algérie ne doit pas être totalement exclu, connaissant un peu sa force de frappe et connaissant que, n'est-ce pas, certains des grands terroristes sont d'origine algérienne. Vous voyez, donc cette coopération en elle-même est bien, elle est réelle,
elle est relativement vivace, mais elle n'est pas suffisante vraiment pour faire face à la menace terroriste. D'accord. Docteur Fodje Tandjougoura, vous avez dit que vous êtes pessimiste quant à l'opérationnalisation de cette force de la CEDEAO. Au regard de l'évolution de coopération militaire entre ces trois pays de l'AES, peut-on dire que ces trois pays-là suffisent dans la lutte contre le terrorisme, qu'ils n'ont pas besoin du soutien de la CEDEAO? Bon, je n'irai pas jusqu'à ce niveau, mais je pense qu'ils ont cumulé assez d'expérience avec les longues années de lutte contre le terrorisme, si bien que même si on créait cette force antiterroriste et que les États de l'AES accepteraient d'y participer, on pourrait donner le lead à ces trois pays ou à un des trois pays de l'État du Sahel. Donc ils ont besoin, mais ça se passera comment, sous quelle forme, quel type de coopération? Et c'est ça le problème. Et notre armée s'est bien équipée en ces derniers temps, et l'armée des autres pays. Je ne dirais pas qu'on est super fort, mais on peut quand même répondre efficacement. Ça n'exclut pas de l'aide, mais ça se fera sous quelle forme, quel type de coopération, c'est ce qui reste à définir. Voilà. Quel type de coopération faut-il selon vous aujourd'hui? C'est-à-dire que si on parle également de la lutte antiterroriste, aujourd'hui c'est l'appui par les moyens de dernière génération, c'est ce qui a été demandé. Même les troupes au sol, je ne suis pas sûr que c'est efficace. Il faut plutôt des gros moyens, comme on l'a vu dans d'autres pays. Il y a des hommes, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont extrêmement bien équipés. La coopération pour appuyer les États en matière d'armement, en matière de logistique, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Ça ne sert à rien de remplir le pays de troupes, mais qui n'ont pas de moyens pour agir. Voilà. Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue vers la création d'une force antiterroriste de la CEDEAO. C'était le thème qui est abordé au cours de ce grand dialogue avec Dr Fodje Tandjougoura, sociologue, Dr Sidi Soungalo Mariko, enseignant-chercheur à la faculté de sciences administratives et politiques de Bamako, Yaya Maïga, spécialiste de questions de gouvernance, paix et sécurité. Ce débat vous a été présenté par Imran Akilo Maïga et coordonné par Sekou Gadjigo. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.